Je sais que le premier déclic de théâtre, il s'est fait quand j'étais en primaire. J'avais une prof de théâtre qui était géniale, qui s'appelait Marie-Laure de Roy, et qui nous a fait jouer la Révolution française. C'était le bicentenaire de la Révolution française. Et je me rappelle de ce déclic à la kermesse de fin d'année, quand on se guillotinait les uns les autres, et d'une vraie sensation de transgression vis-à-vis du public, des parents qui étaient blêmes et consternés par ce qu'on faisait sur le plateau. Et je me rappelle que ça a marqué le point d'entrée dans mon désir de faire du théâtre, quoi. Je suis allée au Conservatoire de Vincennes. Là, j'ai découvert les classiques, j'ai découvert un enseignement beaucoup plus classique aussi. Et à 14 ans, j'ai vécu toute seule, sans mes parents, parce que c'est des grands déménageurs. Et à 16 ans, je suis partie à Montréal pour 1 an, pour étudier le cirque et l'improvisation théâtrale et passer mon bac par correspondance. Donc tout ça est vraiment foutraque, ça part dans tous les sens. Et en revenant à Paris après Montréal, je me dis ok, je veux faire 2 choses en parallèle, du cinéma documentaire. Donc j'ai fait l'ESSEC, qui est l'École supérieure des enseignements cinématographiques, et en même temps l'école Blanche Salan et Paul Wever. Et voilà, et en fait je me destinais à être comédienne en fait. Je n'imaginais pas une autre place pour moi que celle du jeu, parce que je crois que je n'avais pas eu d'autrice dramaturge référente dans mon enfance quand j'étais à l'école. Je n'avais pas étudié Nathalie Fillon, Marion Aubert, enfin mes contemporaines d'aujourd'hui. Je n'avais pas ces femmes-là. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser qu'en fait je pouvais m'autoriser à écrire et que ma place, elle n'était pas, elle n'était pas sur le plateau, dans celui de comédienne qui regardait, mais vraiment dans l'ombre, dans celle qui écrit et puis qui reste à côté, quoi. Pour moi, l'écriture doit être contrainte. C'est comme s'il fallait que je me débatte au niveau du temps et de l'espace. J'aime beaucoup, typiquement, être dans le RER un peu coincé et puis écrire sur mon iPhone. On rejoint toujours la transgression. J'aime bien écrire quand c'est pas autorisé. Donc, quand on me donne une chambre à moi dans une résidence à la campagne avec 3 semaines pour écrire, il n'y a rien qui sort. C'est mort, c'est impossible. J'ai besoin en fait d'être dans la société, d'entendre les gens parler, d'entendre leurs phrasés, d'entendre leurs entraves. J'ai été télémarketeuse. À vendre des rames informatiques, je passais 400 coups de fil par jour sur une plateforme téléphonique. Ça a été une expérience dingue de la contrainte aussi. Il fallait vendre, quoi. Il fallait vraiment vendre au téléphone avec des gens qui vous envoient chier, avec une femme qui vous supervise et qui vous engueule. Et j'ai été beaucoup hôtesse. Hôtesse d'accueil, hôtesse dans des séminaires, hôtesse au Palais des Congrès de la Porte-Maillot pour les salons d'actionnariat. Et donc là, c'est la contrainte ultime. Vous êtes vraiment dans un uniforme qui n'est pas le vôtre, qui est trop grand, qui est mal taillé, des talons trop hauts, et vous restez à côté du pot de fleurs, à indiquer les toilettes toute la journée. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment, j'ai éprouvé la sensation d'être objet. J'ai pu l'éprouver aussi en tant que comédienne, cette sensation d'être objet. Et même en tant que femme, j'ai pu éprouver la sensation d'être objet. En fait, j'ai souvent éprouvé la sensation d'être objet dans ma vie. Et l'écriture, ça a été la revanche, quoi. C'est vrai que quand j'écris vraiment en me disant il va falloir que les comédiens puissent traverser des états et être traversés par des choses. Toujours pour rejoindre cette idée de la catharsis et que le spectateur transpire aussi. Moi, c'est ce qui m'excite en tout cas. C'est de me dire que les comédiens seront très intranquilles. Et c'est pour ça aussi, du coup, j'écris très peu de personnages qui sont en coulisses, que les comédiens ne peuvent jamais sortir du plateau. En fait, ils sont enfermés sur le plateau. Je trouve que quand les gens payent un ticket et viennent et ont mobilisé leur soirée pour venir, je trouve que du coup, il faut se dire qu'on ne sort pas tout à fait indemne de là, qu'il y a une rencontre. Alors parfois, c'est 1 minute dans un spectacle. Parfois, on s'ennuie pendant tout le spectacle. Mais il y a 1 minute où on arrive à arracher quelque chose de l'ordre de la communion, de l'apnée ensemble. Et quand ça, c'est atteint, moi, je suis déjà contente. Je ne dis pas que c'est une intensité folle pendant 1h15, même si c'est ce qu'on vise, mais parfois, c'est raté. Et parfois, c'est quelques instants, mais ça suffit à faire du théâtre. En fait, avec Catherine, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas enfermé dans un jargon, le jargon du subventionné ou le jargon du théâtre privé. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment dit on veut travailler sur du sens, de la matière textuelle. On ne veut pas que ce soit trop réaliste.
on veut qu'il y ait une dimension esthétique, mais on veut faire des beaux spectacles forts ensemble sans entrer dans une famille ou en sortir perpétuellement en tout cas. Et oui, Catherine Chaube, c'est comme une sœur de théâtre. Il y a une vraie osmose, puis un vrai dialogue. Dès l'écriture, en fait, elle me fait beaucoup de retours. On est vraiment en collaboration toutes les deux. Et après, même sur la scéno, et c'est quelqu'un à laquelle je peux faire part de tous mes doutes, et je crois que c'est vraiment réciproque. Et en revanche, après, quand on est face à notre équipe, on ne peut pas faire part de ses doutes. C'est vraiment entre nous, on a cette petite bulle où on peut s'autoriser à dire « là, je ne le sens pas, là, je suis complètement perdue. Ce décor, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repeint tout ?» Voilà, à deux, on a notre petite bulle de doute et après, on arrive forte devant les équipes pour les mobiliser, pour les engager, quoi. On a créé un triptyque qui était building, ring et puis les uns sur les autres. Sur le travail, le couple et la famille, qui sont les trois trépieds de la réussite, les trois trépieds pression, où vraiment on se dit qu'il faut réussir son couple, sa famille et son travail. Donc on trouvait que c'était intéressant d'aller questionner ces trois dimensions-là. Je t'aime. Tu t'es glissé dans je sais pas trop quoi, mon ventre. Mes poumons, ma tête de mule, j'ai pas bien localisé. Je vais être près de toi pendant des années. Oh, tu as la peau douce. Tu mets de la crème? À table, à table. À table une fois, à table deux fois, à table trois fois. Oh, je viens de finir mon petit-déj, je le boufferai plus tard. Hop, le tail. Je te rappelle que c'est moite-moite. T'es en train de me griller mes minutes. Non, j'ai pas fini. C'est la der des der. Compris? Le premier geyser, le premier moteur, bon, le déclencheur de l'écriture, c'est quasiment tout le temps une histoire personnelle. Après, ça, c'est pour mobiliser en fait cette chose organique qui fait que ça va me tenir pendant toute l'écriture. Mais à partir de cette histoire personnelle, sur le couple notamment, je vais aller glaner plein d'histoires autour de moi et après je m'en délivre. On avait décidé avec Catherine d'écrire une pièce autour du cerveau humain et des recoins cachés du cerveau humain. Des zones que la mémoire oublie volontairement pour vous sauver la vie en fait. Donc on appelle ça du déni, on appelle ça de l'oubli, de l'amnésie. Et en fait, en écrivant la pièce, j'ai un souvenir d'adolescence qui m'est revenu où mon premier amoureux, quand il avait 13 ans, juste après notre rupture, il s'est suicidé en fait avec la carabine de son père. Et ça, typiquement, c'était un souvenir que j'avais totalement écrasé et enfoui jusqu'à mes 26 ans, 27 ans. Et c'est en écrivant la pièce sur 1300 grammes, la pièce sur le cerveau, que m'est revenu ce souvenir. Et à partir de là, j'ai décidé de mener une enquête sur ce garçon, j'ai rappelé tous les copains qui étaient au collège avec nous. J'ai eu besoin d'analyser justement cette zone qui avait été volontairement enfouie par mon cerveau et qui était enfin prête à être libérée. Vous pourriez m'ouvrir le crâne? Motor, quoi faire? J'ai quelque chose à nettoyer moi aussi. Ablation de la honte, c'est possible? J'ai supprimé le lieu, j'ai supprimé les amis. J'ai tendu des pièges à ma mémoire. J'ai cramé chacun des circuits qui m'attachaient à cette histoire. Vous n'êtes pas des moineaux. Typiquement pour le poisson belge, ça n'est qu'à la fin de l'écriture de la pièce que je me suis rendu compte que Petit-Fille était une partie de Grande Monsieur, que les deux personnages étaient le même personnage. Au début, j'avais vraiment écrit pour un homme et un enfant. Et il y avait ce dialogue comme ça, un peu mystérieux, en Belgique, je ne savais pas trop pourquoi. Et ça n'est qu'à la fin du premier jet d'écriture, je me suis dit, mais en fait, c'est les mêmes, c'est l'enfant intérieur de cet homme. J'arrive pas à dormir, j'ai le cafard. Je trouve ça compliqué d'être orpheline. Tu n'es pas orpheline. Tes parents sont juste inconscients, c'est tout. J'ai besoin d'être rassurée. Je ne suis pas là pour être rassurant. J'ai oublié ma ventoline. Ça ne me regarde pas. La couverture a un goût bizarre. Elle n'est pas faite pour être mangée. J'ai pas mon doudou. Il faut que je mâche. Sans moi, tu devrais déjà être dévoré par des punks à chiens. Alors s'il te plaît, relativise un petit peu sur le doudou. Il y a eu la rencontre avec Marc Lavoine et avec Géraldine Martineau. Qui est un ovni sur scène. C'est vraiment une comédienne, vous
vous la plantez sur scène là, il se passe quelque chose. C'est comme s'il y avait un tsunami de larmes à l'intérieur de larmes de joie, de larmes de... C'est une sorte de grand liquide à l'intérieur de Géraldine Martineau et elle est mobile, enfin elle est merveilleuse. Élodie Navarre et Géraldine Martineau, ces deux comédiennes, c'est des Stradivarius absolus. On sait qu'on peut leur écrire n'importe quoi, elles vous l'envolent, quoi. Plus la pièce est cruelle, plus on veut des équipes douces, en fait. Et c'était vraiment le cas d'Élodie Navarre et Emmanuel Noblet, qui ont pu se laisser aller en répétition à des états très forts. Je me rappelle d'une répétition, Emmanuel Noblet, mais il y a un moment donné, il doit avouer à sa femme qu'en fait, il n'a pas réussi à aller à son accouchement. Et donc, il s'est débrouillé pour rester enfermé dans l'ascenseur de Publicis, la boîte dans laquelle il bosse. Et j'ai vu Emmanuel Noblet du haut de ses 1,90 m, parce qu'il est très grand. Tout d'un coup, je l'ai vu, mais en répétition, s'écrouler au sol et pleurer, mais toutes les larmes de son corps. Et là, Élodie Navarre, dans son personnage, est allée tout doucement lui caresser le dos, le relever. Et là, elle lui a rebalancé une vacherie qui s'est réécroulée en larmes. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment deux comédiens qui se connaissent parfaitement, qui savent qu'on peut aller au bout de la monstruosité. C'est-à-dire qu'il y a un comédien qui est à terre et Élodie sentait qu'il était dans le jeu, qu'il était dans les larmes, mais qu'il était dans le jeu. Et donc, paf, elle a continué à conduire le texte, à conduire la cruauté du texte. Et ça, on peut le faire qu'avec des humanités gigantesques comme les leurs. Quand on sent que tout le monde est bienveillant, on peut franchir des limites de dingue, en fait, sur le plateau. C'est nous les beaux! Je n'aime pas quand tu te fais du mal pour moi. Je me plierai en 4 pour toi. Je me couperai en 2 pour toi. Et des pétales de sang gicleront sur nos murs. Ah, chérie, je n'en demande pas tant. Je te déteste. Je te déteste aussi. Tu peux me le redire, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Je te déteste. Je souffre! Mais tu proposes quoi? Rien! Qu'on en parle!